Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un coach agile qui m'a accompagné à mes débuts dans l'agilité, Olivier Mi. Avant que je te laisse la parole, je te remercie parce que tu le sais peut-être pas, mais quand j'ai démarré l'agilité, c'était un peu flou pour moi. Et à chaque fois, j'allais sur ton site, oyemi.fr pour m'inspirer, pour avoir plein d'idées pour animer des ateliers et voir un peu comment progresser sur l'agilité. Donc Olivier Mi, merci à toi. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Mais merci en tout cas déjà de ta part de m'accueillir. Donc, je m'appelle Olivier Mi. Je me considère comme un passionné de l'humain en sa capacité de pouvoir faire des choses extraordinaires et en même temps justement de créer son propre malheur. C'est vraiment ça que je trouve super intéressant. Et au-delà de ça, j'accompagne aujourd'hui des individus, des équipes et des organisations à développer ce que j'appelle l'intelligence de l'action. C'est-à-dire de prendre de meilleures décisions pour avoir un plus grand impact et donc améliorer les résultats, tout simplement. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant que tu me dises que je t'ai accompagné dans le passé parce que je le savais pas. Donc, ça arrive souvent. J'ai souvent ces interactions avec des personnes qui disent tiens, effectivement, sur ton blog, il y a tel article que j'ai vu, etc. Sauf que les personnes me le disent pas. Donc, c'est super dur de le savoir. Ouais. Donc, merci à toi en tout cas. Ouais, mais en plus, il n'y a pas que ton site qui m'a aidé. Moi, comme j'habite sur Paris, j'allais souvent au meet-up Agile en scène, tu vois. C'est l'Agile Playground, tu veux dire ? Ah, Agile Playground, exactement, Agile Playground, ouais. Et c'était avec Régis et ouais, j'y allais, tu vois. Et c'est comme ça en fait que je t'ai connu en fait. Et après que j'ai le site. C'est vrai que c'était un terrain de jeu, mais c'est vrai que c'est le nom qui veut ça. Mais le Playground a permis à beaucoup de personnes de se lancer dans le domaine d'une manière, on va dire, bienveillante, parce que c'est vraiment un cadre qui est quand même très sympa. On a eu vraiment de tout. Il y a eu des années, vraiment, on a eu des trucs vraiment fou. Des années où c'est un petit peu plus paisible. Mais on sent, avec Régis, on avait cet échange de dire qu'on sent qu'il y a des cycles. Parce que donc l'Agile Playground, pour les personnes qui connaissent pas, c'est vraiment un espace où on vient expérimenter des ateliers la plupart du temps, soit des jeux, soit effectivement des ateliers qu'on n'ose pas des fois faire directement en live, en mission. Et c'est l'occasion de le tester avec des personnes qui viennent pour découvrir et partager parfois leur manière de faire. Donc c'est quelque chose que je trouve toujours une plateforme intéressante de rencontre. Et effectivement, il y a beaucoup de gens de la communauté qui se sont connus par là-bas. Ouais, on passe le bonjour à Régis. Maintenant, son nouveau binôme, c'est avec Eric, donc on passe le bonjour à eux deux. Tout à fait, salut à vous, ça fait longtemps. Peut-être qu'il faudrait que je les invite sur le podcast. Je pense que ça sera intéressant, c'est sûr, ouais. Belle passe décisive. Ok, Olivier, aujourd'hui, je vais te cuisiner sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast. C'est sur la responsabilité. Est-ce que ça te va ? Très bien, c'est un petit peu mon sujet du moment, donc avec plaisir. Très bien. Est-ce que tu veux un peu introduire le sujet ? Je sais qu'il y a 2 mots anglais qui parlent un peu de la même chose, donc vas-y, je te laisse et après on y va. Ouais, avec plaisir. En fait, juste pour donner un peu de contexte autour de ce sujet, c'est que j'ai commencé à m'y intéresser donc il y a quelques années, mais c'est vrai qu'initialement, la source, on va dire, de mon intérêt était autour de l'auto-organisation. C'est-à-dire que dans le monde de l'agilité, on parle beaucoup, les équipes, elles sont auto-organisées, elles prennent des décisions en elles-mêmes et donc elles prennent les responsabilités, blablabla. Et moi, je me suis dit, mais à chaque fois qu'on dit, OK, les équipes, elles sont responsables, ça veut dire quoi ?
Parce que j'entendais souvent des coachs ou des accompagnants qui disaient maintenant les équipes elles sont responsables, c'est parti quoi, go. Et moi je me dis mais c'est pas si évident que ça. Il y a plein de gens souvent à ce moment-là quand tu leur dis go ils savent pas quoi faire quoi. Et donc j'ai cherché un petit peu sur internet et sur d'autres sources de connaissances ce que ça pouvait vouloir dire. Et je suis tombé justement sur le processus de responsabilité de Christopher Avery qui a été assez éclairant pour moi. Donc effectivement, c'est une personne qui travaille simplement sur le sujet de la responsabilité, pour dire qu'il a un site, c'est responsibility.com, et il nous met en avant justement deux aspects de la responsabilité qui viennent tout particulièrement de l'anglais, parce qu'il y a vraiment une séparation assez notable en anglais. Vous avez le premier terme qui est responsibility, et le deuxième terme qui est accountability, ce qui est intéressant parce qu'on le voit dans la matrice du RACI. C'est vraiment les deux premières Tu lettres. peux rappeler c'est quoi la matrice de RACI La matrice du RACI est souvent utilisée dans la gestion de projets classique, je dirais, pour déterminer un petit peu les rôles et les responsabilités par rapport à des activités particulières de gestion de projet. Donc, je t'avoue que je l'utilise très peu, moi. Moi, je préfère plutôt le give and take, donc qui est plutôt, on va dire, qui vient de game storming, il me semble, et qui m'apparaît plus intéressant. Mais ça, je pourrais en parler justement sous l'angle de la responsabilité parce que ça donne un peu plus la main aux personnes pour agir. Ouais, on pourra en parler. Moi, j'ai utilisé le give and take aussi. Et je me demande si c'est pas sur ton site que je me suis inspiré pour lancer. Mais ouais, on en parlera après. Vas-y, continue. Et donc, le sujet de la responsabilité est intéressant parce que souvent, on sent derrière le terme de la responsabilité qu'il y a deux notions. Il y a une notion d'engagement, de motivation, et c'est souvent celle-là qu'on cherche à développer. Par contre, quand on pose la question dans le monde de l'entreprise, tiens, la responsabilité, c'est quoi? On entend souvent la notion de, tiens, je dois faire quelque chose parce que sinon je me fais taper dessus. Et c'est cette double notion, lorsqu'on la traite pas séparément, c'est super dur à l'adresser. Et donc, le fait de le séparer, et donc en anglais, il y a bien responsibility et accountability. En français, une manière de les amener, c'est d'utiliser le terme donc responsabilité et redevabilité, ce qui permet de bien sentir la dimension responsabilité, c'est-à-dire capacité à répondre, et de l'autre côté, redevabilité, c'est capacité à rendre des comptes. Et on a bien cette séparation-là. Et ça amène justement à un travail différent. Ok, donc pour toi, redevabilité, ouais, c'est pour la traduction de accountability, en fait. C'est le plus proche du sens, en tout cas, que j'essaie de faire passer quand j'en parle aux personnes, effectivement. Parce qu'il y a une notion de devoir et de sécurité qui est derrière, qui me paraît importante. Ouais, justement, allons dans ça. C'est quoi la différence entre responsibility et accountability? Je parle en anglais parce que c'est plus simple. En fait, moi aussi, j'utilise souvent en anglais, mais c'est vrai que d'une manière très simple, pour définir les mots, souvent, je les prends et j'essaie de voir le sens qu'il y a derrière. Donc, quand on prend responsabilité, si on le divise en deux, on a réponse et habilité, et donc c'est une capacité à répondre. Dit autrement, c'est un sentiment d'appropriation et une volonté de répondre de manière efficace à un événement et une situation. D'accord? Donc, je l'associe souvent un petit peu à la résilience. Cette capacité à répondre, mais d'une manière intentionnée. C'est vraiment cet aspect, je veux réagir, je veux avoir un impact efficace. De l'autre côté, il y a accountability. Donc là, je le ferai en anglais. Il y a ability et account. Tu vois, donc c'est cette capacité à rendre des comptes. C'est comme ça que je le définis. D'accord? Et la grande différence pour moi entre ces deux domaines-là, c'est que ça nourrit un sentiment qui est différent. Dans le premier cas, cette capacité à répondre, ça nourrit plutôt un sentiment de liberté, cette capacité à faire ses propres choix et en assumer les conséquences, d'accord? C'est avec les risques qui viennent avec. Et de l'autre côté, la redevabilité, c'est que ça nourrit un sentiment de sécurité. Qu'est-ce que je dois faire pour être bien vu par rapport aux normes de l'organisation dans laquelle je suis, de la famille, des normes sociales en fait dans lesquelles je m'inscris. Ok, donc moi, je résume bien là. Responsabilité, c'est un peu ce que je veux, et accountability, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Et exactement. C'est un peu ça. Ok. Et donc dans responsabilité, c'est plutôt la notion de liberté, et pour accountability, ouais, un peu plus la sécurité, le cadre. Tout à fait. Ok. Et comment tu traduis ça justement avec les équipes qui t'accompagnent? Comment t'as traduit le sujet? Parce que c'est pas facile, hein? Si en plus si tu parles ça à un manager là qui a des équipes, tu dis oh là, comment t'as traduit le sujet? Non, mais justement, il y a plusieurs manières d'amener le sujet. C'est déjà de poser simplement la question, de se dire, mais en fait, la responsabilité, on en parle tout le temps. Tout le monde est toujours OK lorsqu'on en parle, mais est-ce que vous savez définir la responsabilité? Et pour moi, c'est l'approche que j'ai pour créer la conversation. Et généralement, quand on discute un petit peu de tout ça, on voit qu'il y a les deux sens qui sont mêlés.
Et à ce moment-là, je décris ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire qu'on sépare les deux côtés. Lorsque on parle de responsabilité, à ce moment-là, je leur dis, tiens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un processus qui nous permet de travailler la responsabilité et qui s'appelle donc le processus de responsabilité. Et de l'autre côté, lorsqu'on parle de redevabilité, la question que je pose, c'est justement comment est-ce qu'on travaille les responsabilités mutuelles et ce que vous devez à qui. Donc, c'est vraiment les deux aspects. Pour, je sais pas si tu veux qu'on aborde la partie responsabilité, vu que c'est un petit peu le... Ouais, sur le process, là, tu viens de parler de process, donc j'imagine il y a des étapes. Ouais. Parce qu'on va dire que c'est plutôt la nouveauté, elle est plutôt là, c'est-à-dire que la partie rôle et responsabilité, c'est ce que l'on voit souvent dans les transformations et quelque chose qui est un peu cyclique qui revient. Mais c'est vrai que la partie responsabilité de Christophe Avery est plutôt nouvelle, si je puis dire, sans être, on va dire, innovante non plus. Mais l'idée derrière, c'est la vision de la responsabilité selon Christophe Avery, c'est comprendre que la responsabilité, ce n'est pas un trait de caractère. Dit autrement, on a tous cette capacité à s'approprier une situation et y répondre de manière efficace. Donc, si ce n'est pas un trait de caractère, c'est plutôt un état mental. Un état mental. Et donc, si c'est un état mental, c'est quelque chose qui peut être observable, qui peut être répétable et donc qui peut s'enseigner, qui peut nous aider en fait à progresser pour aller dans cette direction le plus souvent possible. Donc, vraiment comme un muscle. Donc, moi, la responsabilité, je le vois vraiment comme une compétence, une capacité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un premier aspect que j'ai trouvé super intéressant. Et après ça, Christophe Avery nous partage un poster. C'est souvent, ça tu l'as vu. C'est un poster assez visuel, assez simple, qui nous décrit les différents états mentaux par lesquels on a tendance à passer lorsqu'il y a un problème. Parce que c'est vrai que prendre nos responsabilités quand tout va bien, c'est assez facile. On se dit oui, je suis la cause de ces conséquences-là et de ces résultats. Ça, on sait tous faire, de manière générale. C'est un petit peu le côté on a gagné, ils ont perdu. Tu sais, c'est un petit peu ce côté-là. Et dans ce processus-là, il nous décrit les différents états mentaux par lesquels on passe, qu'il appelle les états mentaux d'adaptation. C'est-à-dire, c'est l'état mental qui va nous aider à gérer le stress qui a été en fait déclenché par le problème. Et ça, c'est vachement intéressant de passer par ces différentes étapes pour bien comprendre le processus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai assisté à des réunions où tout le monde, comme disait Paul Graham, tout le monde est gentil jusqu'à qu'il le soit plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en même temps, l'idée du processus, c'est d'expliquer que les réactions que les personnes ont, elles sont normales. Elles sont fondamentalement humaines. C'est juste qu'ils se rendent pas compte que ces réactions qui sont un petit peu automatiques, elles ne les aident pas à répondre aux vrais problèmes. Ok, allons-y là-dedans, là. Partons sur les différents les états mentaux, en fait. Ok, très simplement, lorsqu'il y a un problème, et d'une manière très simple, c'est la question que je pourrais te poser, t'imagines que tu es dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui te bouscule. C'est quoi le premier truc qui te passe par la tête? Souvent, ça commence par un espèce de. D'accord? Et donc, on se retient, mais c'est vrai que le premier état mental, c'est un état mental, finalement, qui est émotionnel. C'est une réaction que l'on a par rapport à une problématique et c'est un état qu'on appelle l'accusation. L'accusation, comme je l'ai expliqué, c'est assez simple, c'est tu es le problème. Et donc, si tu ne changes pas, le problème ne change pas. Et moi, surtout, je suis victime, je ne peux rien faire. D'accord? C'est typiquement la réaction qu'on a dans les équipes, dans les organisations, lorsqu'il y a un problème. D'accord? Il y a un souci en prod. La question qu'on va se poser, c'est qui la faute? D'accord? Et ça tourne. Ça tourne. Sauf qu'au bout d'un moment, peut-être que les personnes vont se rendre compte que c'est une discussion qui n'a pas de sens et qui ne permet pas d'avancer sur le problème. Et donc, ils vont monter dans l'état suivant, qui est la justification. La justification, c'est un état qui est très fort parce que on va faire appel non plus à une personne, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure la faute c'est à une personne. Maintenant, on va appeler à une force supérieure. Cette force supérieure va nous permettre de créer une sorte d'argument non contradictible. Je sais pas c'est quoi le mot. J'en ai un. On a toujours fait comme ça. Exactement, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est typique comme argument de justification. Il y a aussi, c'est la crise. Il y a, c'est la culture de cette boîte. C'est les Français, ils font comme ça, ou les autres d'ailleurs. Mais il y a une justification que je trouve est l'une des plus automatiques lorsque surtout on n'a pas envie de faire quelque chose. Et c'est je n'ai pas le temps. Et c'est assez intéressant de regarder cet argumentaire sous cet angle-là, de se dire qu'en fait, c'est vrai que quand on dit je n'ai pas le temps, c'est souvent une manière détournée de ne pas vouloir faire quelque chose sans que l'autre personne puisse dire quoi que ce soit en face. Et dans le monde de la responsabilité, justement, il y a une autre manière de dire la chose, mais je vous l'expliquais tout à l'heure, où on sent qu'on est un peu plus impliqué dedans, quoi. Mais la justification, c'est ça. C'est je fais appel à une force supérieure qui rend la chose plus difficile. Et c'est très facile à vendre.
D'accord? Si on accepte cette logique-là, c'est très facile à vendre. Ces deux états mentaux sont plus orientés vers l'extérieur. Donc, un plus sur une personne, l'autre plus sur le monde en général. C'est juste qu'au bout d'un moment, les personnes aussi vont se rendre compte, là, le problème, il est toujours là, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on progresse encore une fois sur le troisième état mental, mais si le problème n'est pas à l'extérieur, peut-être que le problème est à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, l'état mental de culpabilité. En anglais, cet état mental, c'est un état mental qui s'intitule plutôt shame. Et donc, dans cet état mental, il y a bien deux aspects. Il y a un aspect de culpabilité, bien évidemment, mais aussi un aspect de honte derrière. Et dans cet état mental, il y a l'histoire qu'on se raconte, c'est les résultats que j'ai ou le problème qui est, c'est normal qu'il arrive parce qu'il me manque quelque chose. Voilà, j'ai pas les compétences pour, je suis pas assez bien, C'est ma faute. etc. C'est ma faute par rapport au modèle idéal de, j'en sais rien, du chef de projet ou j'en sais rien du rôle dans lequel je suis. Voilà, entre guillemets, je mérite ce problème-là. Et donc je me tape dessus. C'est une sorte de manière de s'accuser soi-même. C'est juste qu'au bout d'un moment, on va se mettre en mouvement quand même. Parce que se taper dessus, ça fait mal. Et donc, on va progresser à l'état mental supérieur que l'on appelle l'obligation. C'est bien ce côté, par exemple, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais je dois le faire. Par exemple, il faut sortir les poubelles. Et tu vois, la manière dont je l'ai dit est vraiment représentative, c'est il faut que, je dois. Ouais, j'ai un bon exemple. Comme j'accompagne des product owners, là, ils ont des tonnes de réunions, et à chaque fois, je leur dis, tu sais, le but de ces réunions et tout, je dis non, je sais pas, mais je dois y aller. Mais c'est typique. Ça, c'est typique. Moi, je donnais un exemple de la vie courante parce que, justement, je trouve que ce processus-là, il est très universel. Mais dans le monde de l'entreprise, effectivement, les réunions de reporting où ils sont 30 dans la salle, où toi, ton intervention, elle dure 5 minutes et malheureusement, elle arrive à la fin et t'as l'impression que t'as pas le droit de t'enfuir entre temps. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment, je dois y aller. Et sinon, en fait, je vais être mal vu. Tu vois, il y a cette dimension, je vais être mal vu, qui est importante. Mais ce qui est dangereux, entre guillemets, dans cet état mental-là, c'est qu'on est en mouvement quand on est dans l'obligation. Tu vois, tout à l'heure, quand on est en accusation, en justification, en culpabilité, on ne bouge pas. En obligation, on commence à être en mouvement. Et du coup, il y a cette sensation qu'on fait la bonne chose. Sauf qu'à l'intérieur, on sent que c'est pas la bonne chose. Parce qu'on se sent enfermé quand on fait ce choix-là. Et donc, souvent. Typiquement les réunions, hein. Non, mais c'est exactement ça. C'est la prise d'otage, hein. C'est la prise d'otage. Et ce qui est marrant, c'est quand tu trouves quelqu'un qui va en même temps dans la même réunion et que vous avez l'occasion, en fait, d'échanger, c'est là où il y a le sarcasme qui commence. Tu vois, tu sens, ça résonne, en fait, chez les personnes. Et la difficulté de cet état-là, c'est que il y a une oscillation qui se crée entre la culpabilité et l'obligation. Parce que du coup, quand tu es en obligation, tu veux faire un truc et t'en débarrasser vite fait. D'accord? Je vais dans cette réunion, ok, je fais mon truc, et après je me barre. Et comme ça, c'est terminé. Après, qu'est-ce qui se passe? Je retombe en culpabilité. Et forcément, après, j'essaie de me redébarrasser vite fait de la chose. Et donc, je vais osciller entre ces deux états mentaux. Sauf que, vous voyez que lorsque je suis en accusation et en justification, je peux cracher un peu à l'extérieur. Ça me détend. Sauf qu'en culpabilité et en obligation, c'est pas le cas. C'est plutôt interne. Et donc, lorsque la souffrance interne est un petit peu trop élevée, je vais dans un état mental qui est un peu sur le côté, qu'on appelle la fuite. Et ce que je trouve intéressant dans cet état mental-là, c'est une traduction plutôt allemande, il me semble, du poster. La traduction allemande, c'est désengagement interne. Et c'est une manière de comprendre justement la fuite. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la fuite, qui est véritablement une personne qui est présente physiquement, mais pas mentalement. C'est ça le désengagement interne. Ouais, et on sait comment ça se termine. Après, ça se termine en démission et les gens partent, en fait. Mais en fait, ils ont déjà fui. Ils ont déjà fui avant, en fait. C'est une possibilité, effectivement. Et donc, souvent, ce qu'on cherche à faire, c'est déjà de les ramener et de leur redonner un intérêt à participer. Et donc là, on a passé un petit peu tous les états mentaux d'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces états mentaux, il y a toujours une logique de cause à effet. Il y a une histoire qu'on se raconte, ce qui fait que ça justifie, au-delà de l'état mental de justification, mais ça justifie toujours l'action qu'on met en œuvre. Par contre, on parle plus du problème qu'on ne le résout. Et ça, on aime bien parler, autour de la table, blablabla, etc. Par contre, au-dessus de l'obligation, c'est là où on franchit une ligne. Et c'est comme si, en fait, tu relevais la tête de l'eau. Et c'est là qu'on a l'état mental de responsabilité. Et dans cet état mental de responsabilité, c'est là où on s'approprie la situation et on sent qu'on peut créer, qu'on peut choisir et attirer les résultats qu'on cherche à obtenir. Quand ça se transforme pas les gens en super-héros, faut pas non plus penser que c'est magique. Par contre, on est dans un état, et ça souvent on le sent quand on est avec quelqu'un,
toi qui accompagnes aussi des personnes, tu sens que lorsque la personne elle est dans cet état mental de responsabilité, t'as pas vraiment besoin d'aller creuser. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne fais que la lancer sur certains sujets, et puis c'est elle qui va naviguer parce qu'elle est déjà en mouvement. Et le cœur de l'état mental de responsabilité, c'est je fais parce que je veux le faire et j'en assume les conséquences. Je suis prêt à donner un coup à la personne qui m'a bousculé dans le métro en assumant les conséquences. C'est vraiment l'état mental de responsabilité parce que il faut comprendre, c'est ça, c'est le mouvement qui est important. Ça ne nous donne pas une information de est-ce que c'est bien ou pas. C'est est-ce que je fais l'action, je prends l'initiative et j'en assume les conséquences. Et il y a aussi une étape, je sais pas où tu la mets, parce que là on a parlé d'accusation, justification, culpabilité, obligation, fuite. Il y a un truc que je vois partout dans les réunions, justement quand il y a un problème, la date de sortie en fait, la date, tu vois, et tout le monde sait que la date on pourra pas le tenir, personne ne dit rien. Enfin, c'est une forme de déni en fait. Ça arrive quand? C'est après la fuite ça ou c'est Alors en fait, le déni, c'est un petit peu, comment dire, on le décrit assez rarement le déni parce que on considère que c'est l'étape dans laquelle les personnes sont lorsqu'elles considèrent qu'il n'y a pas de problème. Alors que dans ton exemple, pour moi, je pense que tout le monde sait qu'il y a un problème. Tu vois, ce moment où il y a le silence et de se dire, OK, on s'engage ou pas, personne ne le sait. Tu peux avoir de tout. Tu peux avoir vraiment de tout. C'est de se dire, là, il y a un problème qui prend en charge ce problème-là. Donc, il y a beaucoup de fuites, hein. La plupart du temps, le silence est souvent une fuite, d'une certaine manière, sauf quand on va te relancer. Mais le déni, il faut bien le garder comme étant un postulat un petit peu de base de se dire, bah, tant que la personne, elle a pas de problème, elle rentre pas dans le processus de ouais, elle le responsabilité. voit pas. Non, elle le voit Elle pas. le voit pas. C'est vrai qu'à mes débuts, quand j'accompagnais, je pointais le problème, mais si les gens le voient pas, bah, en fait, les gens ils me disent mais qu'est-ce que tu fais, Christophe? Tout va bien, tu vois? Tiens, bah, tu vois, c'est un exemple super intéressant. Lorsque j'ai commencé à étudier le sujet du processus de responsabilité, j'ai voulu, un petit peu comme tous les nouveaux jouets, tu sais, qu'on a, on veut l'amener à nos équipes parce qu'on pense vraiment, l'intention est bonne, mais on veut l'amener, en fait, dans les équipes. Et j'avais un échange avec Christopher Avery. Il s'avère que j'étais en one-one avec lui, truc improbable. Tu sais, un petit peu comme quand t'as tes héros ou les gens qui t'inspirent un peu, tu sais, t'as un one-one avec eux, tu fais, c'est un peu hardcore, quoi. Et je voulais faire bien, tu sais, je dis, bah voilà, je veux l'amener dans une équipe. Tu sais, je me suis dit, bah, il va être content, je vais essayer de l'amener dans une équipe, etc., quoi. Et la première chose qu'il m'a posé comme question, c'est, mais dans ton contexte, qui est-ce qui a le problème? En quoi c'est un problème, en fait, pour eux? Et en fait, j'ai vachement réfléchi à la situation. J'ai dit, effectivement, dans la démarche que j'avais, donc, mon intention est positive, c'est de leur montrer un modèle pour qu'ils puissent réfléchir ensemble, etc. Mais la manière dont je l'amène, c'est de considérer que eux ont un problème. Ça veut dire que c'est moi qui leur dis, bah, vous avez un problème et je vous amène ce truc-là qui est une solution. Et en fait, dans cet état mental-là, dans lequel j'étais, sous l'angle du processus de responsabilité, c'est de l'accusation. Et ça rend la chose vachement... Alors, c'est un petit peu dur sur le moment. Tu te dis, bah merde, je voulais pas aller là-bas. Ouais. Mais en fait, en termes de démarche de changement, c'est intéressant de se dire que bah, quand je pousse quelque chose par rapport à la vision que j'en ai, j'ai fait une supposition de quel était le problème. Et à ce moment-là, bah, je suis pas allé tirer des gens. Donc, je sais pas si je réponds à un vrai besoin. Mm. Non, c'est pour ça que moi, quand j'ai débuté, c'était un peu mon erreur. Là, je suis dans la culpabilité, là. Donc, de l'importance de questionner, en fait. Tout à fait. Quand tu les orientes en les questionnant, tu vois, toi, tu poses la question, et ils répondent, et après, ça fait tilt dans la tête, et finalement, peut-être qu'ils vont voir le problème. Si ça fait pas tilt, ça veut dire que c'est pas le moment où le problème, il est pas assez gros. On reviendra plus tard, quand ce sera vraiment chaud. C'est- Mais je pense que tu vois, la dimension temporelle que tu décris est importante. Effectivement, des fois, c'est pas le bon moment. Donc, si toi, tu sens qu'il y a quelque chose quand même, bah, tu reposes la question un peu plus tard. Tu verras. Mais c'est vrai que cette dimension temporelle est super importante dans l'accompagnement. Et ça me fait résonner je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des gens qui disent ne fais pas de suppositions. C'est dans les accords Toltec. Moi, s'il y en a un des 4 que j'adore, c'est celui-là. Parce que dans le monde de l'accompagnement, on a notre propre filtre, nos expertises, et c'est là où on a tendance à aller de manière naturelle, mais justement, c'est quel est le besoin derrière, et à ce moment-là, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir apporter une aide qui soit efficace. Ok, donc là, on a vu un peu les différents états mentaux, là. C'est quoi la stratégie derrière, après? Une fois on a listé tous ces états, hein. Bah, dans un premier temps, ce qui est intéressant lorsqu'on a ça, c'est que c'est un modèle qui est simple, ça crée un vocabulaire commun qui permet en fait à chacun de pouvoir échanger autour du sujet. Le travail principal autour de la responsabilité, c'est que c'est un travail personnel. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dire bah tiens toi là t'étais dans tel état, tiens toi t'étais dans tel état, etc. La question qui se pose c'est comment est-ce que moi j'essaie de m'attraper entre guillemets
pendant, voire un peu après, et que je puisse corriger. Si je puis dire, c'est pas vraiment corriger au sens c'est mal, mais c'est juste que pour atteindre des objectifs, on sait que dans les états d'adaptation, ça va nous aider. Donc il y a vraiment de l'auto-observation qui est importante dans ce sens-là. Donc ça, c'est le travail principal que j'essaie de faire avec les équipes, et on peut le faire à titre individuel, on peut le faire à titre collectif d'ailleurs. C'est assez intéressant. J'avais fait une rétrospective à ce sujet-là, juste pour les sensibiliser, de comprendre qu'il y a plein de choses dans la tête qui font que les résultats sont pas là. C'est pas toujours une question de compétences. Les gens peuvent avoir les compétences, mais ça marche pas. Il y a plein de super équipes avec plein de beaux experts à l'intérieur, mais qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Et ça, donc, c'est un premier aspect. Sinon, Christopher Avery, grosso modo, nous donne 3 clés pour travailler cette responsabilité-là. Tu vas voir que ça va un peu dans la même direction. Mais la première chose, c'est de créer l'intention d'être dans cet état de responsabilité le plus souvent. Donc, pour être dans cet état, il faut bien le comprendre. Mais de se dire, bah voilà, moi, pour atteindre les objectifs que j'ai, et ça peut être à titre individuel ou ça peut être à titre collectif, de se dire, bah, j'aimerais opérer plus souvent dans l'état mental de responsabilité. Et auquel cas, je m'engage, lorsqu'il y a un problème, à aller plus dans cette direction-là. La deuxième étape, c'est justement d'avoir cette capacité de prendre conscience de l'état mental dans lequel on est. Donc, tu vois, c'est très cohérent dans ce sens-là, de se dire, bah tiens, il faut bien que je sache à quel endroit je suis, parce que dans l'état mental dans lequel je suis, je crée une histoire qui me semble vraie et avérée, mais par contre, elle m'aide pas. Et le dernier aspect, qui est le plus dur, c'est comment est-ce que je me confronte à la situation. Et quand on dit se confronter, on voit souvent l'image qu'on peut avoir, c'est un combat. Mais en fait, l'idée, c'est simplement de faire face à la situation, de la regarder en face et de se poser la simple question. Et quand je dis simple, c'est qu'elle est vraiment simple. C'est juste qu'elle est pas facile à répondre. C'est dans cette situation-là, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je te donne un exemple. Alors, dans une réunion, ça peut être dans la vie privée aussi, hein, mais on va dire que dans une réunion, tu es en conflit avec quelqu'un. Parce que soit vous rebalancez la faute, ou etc. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce qui est plus important pour toi, c'est d'avoir raison, ou c'est que le problème se résolve? Et ce qui est intéressant, c'est quand tu réponds à cette question-là, d'un côté ou d'un autre, ton comportement va naturellement changer. C'est juste qu'il faut réussir à se poser la question et avoir en fait une réponse qui est cohérente. Ouais, même si tu as raison, que t'es tout seul à savoir que t'as raison, ça va pas résoudre dans le groupe, hein. Bah, au moins, tu seras content, toi. Pour toi. Bah ouais, mais ça change pas ton t'es seul problème. en fait. C'est ça. Non, mais c'est sûr. T'es seul et les autres, ils le voient pas, tu vois. Et C'est juste que c'est facile à dire lorsque enfin, tu vois, là, on est détaché, on n'est pas dans la situation parce qu'il n'y a pas d'implication émotionnelle derrière. C'est juste que, bah, quand on y est, c'est pour ça que je parlais dans le domaine privé. Parce que, par exemple, dans le domaine privé, tu es avec ton compagnon ou ta compagne, puis, je sais pas, vous êtes pas d'accord sur un truc. Là, tu sens qu'il y a une dimension émotionnelle forte à l'intérieur. Mais quand tu prends le recul et que tu te poses cette question, mais en fait, dans cette situation, qu'est-ce que je veux, en fait? Est-ce que c'est vraiment important que j'ai raison si, je sais pas, c'est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ou j'en sais rien, tu vois? Ou peut-être pas. Peut-être que ce que je veux, c'est de passer un bon moment avec la personne avec qui je suis, et auquel cas, bah, ça adoucit souvent les conversations qu'on a. ouais, tu fais bien de prendre ces exemples-là, hein. Moi, j'ai du mal à avoir un échappatoire à ça sur les disputes. Mais maintenant, les disputes, jamais le soir, hein. Parce qu'après, la charge mentale, toute la nuit, c'est horrible et ça continue jusqu'au matin. C'est pas possible. Mais c'est sûr que c'est dur, hein. C'est pour ça que le modèle apparaît simple. Il y a beaucoup de gens qui s'en saisissent au sens, je prends le poster, je vois les états mentaux et je m'arrête là. Mais en fait, le gros travail, il est chez soi, d'abord. De se dire, bah, comment est-ce que je remarque là où je suis? Et comment je prends une petite inspiration pour me poser la question, là maintenant, c'est quoi que je veux pour moi et pour la situation? Et ça doit être un exercice, moi je trouve ça particulièrement utile, bah, dans la vie professionnelle, mais surtout dans la vie personnelle. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là. Ça me rappelle un peu les étapes de la négociation, tu vois. Moi, dans la négociation, c'est parce que j'ai vu plein de films, j'ai vu plein de mangas. J'avais un peu l'image de la négociation attaque-défense, genre arts martiaux, tu vois. Ouais, je comprends. On donne un coup et toi tu l'évites et tu repousses. Mais c'est sans fin en fait. À un moment donné, la négociation, c'est aussi ressentir les besoins de l'autre en fait. C'est comment on arrive à la fin à trouver un consensus ou une solution ensemble, tu vois, pour résoudre nos solutions ensemble en fait. Donc ouais, faut partir du postulat où bah, déjà accepter la situation. Il y a un constat, il y a la situation. Et après, ouais, le plus dur en fait, c'est gérer les émotions en fait. Parce que en fait, quand on te donne un coup et que tu veux le rendre, en fait, tu réagis dans l'émotion et c'est jamais bon en fait. Oui, oui, tout à fait. Et si je bâtis sur ton exemple, il y a un grand maître que tu connais probablement qui s'appelle Bruce Lee et qui disait justement que l'important c'était d'être comme l'eau
parce que l'eau coule autour des rochers. Et donc, plutôt que d'essayer de casser le rocher et d'être en confrontation, comment est-ce que justement tu tournes un petit peu autour et tu restes fluide dans la conversation. Et je pense que c'est une approche qui est pas forcément si naturelle que ça. Donc, tu parles, tu veux avoir raison, donc tu es bien en confrontation, plutôt que d'essayer de mêler quels sont les avantages de ce que je te dis et comment est-ce que ça peut répondre aussi à tes besoins pour créer une relation win-win. Exactement. Et ça nécessite un peu d'effort, entre guillemets. Ça veut dire que c'est pas forcément plus rapide. Par contre, je pense que c'est le plus pérenne. Mm. Non, j'ai une anecdote, j'ai peur de la sortir. Je vais changer les températures et les postes. J'avais une personne, elle voulait justement avoir plus de budget, et dans la réunion, tu vois, elle est partie en mode arts martiaux, en fait. Si j'ai pas ce budget-là, moi je m'en vais. C'est pas possible, tu vois. La personne est pas vraiment en face. Déjà, comme on a dit tout à l'heure, elle a pas forcément vu qu'il y a un problème, tu vois. Et l'autre personne arrive direct, Keanu Reeves Matrix. Tcha. Elle t'a pris en otage direct. Mais t'as pris en otage direct. Et la réaction de l'autre personne, c'est la défense, tu vois. Et ouais, c'est parti en steak dans la réunion. Enfin, forcément, sur le coup, il y a pas de solution puisque c'est dans la réaction et dans l'émotion. Et moi, il y a jamais rien de bon qui ressort, en fait. Bah, comme tu disais, en fait, toi, t'as pris le bon exemple, en fait. Dans les disputes de couple, ouais, quand tu accuses l'autre personne des choses sur le coup d'émotion, et après, tu dérapes au niveau des mots, et après, tu parles d'autres problèmes qui ont aucun rapport, ça s'accumule. Exactement. Mais ça rime à rien, en fait. Exactement. Et le problème, c'est que quand tu brises quelque chose, c'est dur de reconsolider de la même manière. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui s'est brisé à un instant T. Après, bien sûr, quand c'est pas important, ça brise pas grand-chose. Mais il y a certaines disputes, encore une fois, perso ou pro, dont on se souvient. Et ça a forcément en fait un impact particulier dans la relation. Effectivement, le gros travail que je fais avec les équipes, mes clients ou n'importe qui, c'est de travailler la relation au départ. C'est-à-dire que les outils, les trucs comme ça, entre guillemets, c'est des artifices. Ce qui est important, c'est la relation et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ensemble. Qu'est-ce que eux veulent faire entre eux aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment fondamental dans le monde de l'accompagnement en tant que tel. Ouais, c'est bien ce que tu dis ça, parce que là, quand on parle toujours d'agilité, on parle aussi de cas de travail, on parle de safe, Scrum, enfin n'importe quoi. Au final, les équipes qui sont déjà en place, elles sont déjà là, ils ont déjà un vécu, ils ont déjà leur point fort, en fait. Tout à fait. Donc déjà, se concentrer sur les choses qui font déjà bien, parce que on a tendance à se dire ouais, on va déployer ceci cela. Ouais, mais avant qu'on arrive, tu vois, ils font déjà des choses, tu vois. Il y a des choses à améliorer, certes, mais ils ont déjà des vécus et des choses qui marchent, tu vois. Et tu peux pas arriver justement avec une solution toute faite ou prenons un exemple, tu vois, c'est comme les recettes de cuisine, tu vois. Moi, j'ai pris le livre de Pierre Hermé là pour faire des gâteaux au chocolat. C'est tombé, il y en a aucun qui m'a dit putain, ton gâteau au chocolat, c'est une tuerie comme ceux de Pierre Hermé, tu vois. Pourtant, j'ai suivi la recette, tu vois. C'est pas possible, tu vois, ça marche pas les recettes toutes faites, il faut s'adapter selon le contexte et les gens, tu vois. C'est sûr, ce que tu décris est intéressant. C'est juste que pour moi, il y a une complexité qui est un petit peu différente parce que souvent, il y a une demande qui est faite. Cette demande est différente du besoin. Et ensuite, c'est par rapport à la personne qui va répondre à cette demande. Chacun a ses affinités, ses appétences. Et donc, on va orienter dans une certaine direction. Donc, il y a un petit peu tout ça qui se mêle. Je te rejoins sur le fond. Hein. Il y a un bouquin que j'avais lu et que j'avais présenté en conférence qui s'appelle Le paradoxe du poisson rouge. Et je trouve être très intéressant pour toutes ces dimensions culturelles et de manière de voir les choses. Toi, ça va te parler peut-être, hein, nous deux étant asiatiques. Ce bouquin est intéressant dans le sens où c'est un bouquin culturel au départ et qui compare la culture chinoise à la culture occidentale. Et effectivement, ce décalage culturel de la dualité, c'est-à-dire cet automatisme de voir les choses en noir ou blanc. Genre, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Tu vois, est-ce qu'il faut faire du safe, est-ce qu'il faut faire du scrum, ou est-ce qu'il faut faire du kanban, etc. En vrai, est-ce que c'est ça qui est si important que ça? Alors que culturellement, dans le bouquin, encore une fois, on dit que dans la culture chinoise, on est un peu plus dans le gris. Dans le gris en disant, est-ce qu'il y a plus de positifs que de négatifs? C'est vraiment le symbole du yin et du yang, de manière à ce que justement, on ait cette capacité à prendre le maximum de positifs dans une approche et d'avoir cette capacité à pouvoir switcher dans une autre approche. Donc vraiment, c'est un bouquin qui m'a éclairé sur plein de choses, non seulement de par d'où je viens et de ma manière de travailler, mais ça permet un peu d'éclairer ce qui fait que parfois on a un problème. C'est un problème parce qu'on le regarde sous un certain angle. Mais si on se décale un tout petit peu et justement on décale un peu notre regard, parfois, on se rend compte que c'est une opportunité à saisir. Très bien, Olivier. Un dernier mot un peu sur
La responsabilité, là, ou il y a des choses qu'on a oublié de dire pour conclure? Moi, je pense que s'il y avait une seule chose à faire dans ce domaine-là, c'est de s'y intéresser. Je vous invite à aller jeter un œil sur le poster et si vous voulez des sous-titres, j'ai fait des conférences à ce sujet qui peuvent vous éclairer. Mais intéressez-vous-y tout simplement pour avoir les bonnes conversations avec les personnes, surtout autour de la responsabilité, de l'auto-organisation et de la prise d'initiative. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Ça marche. De toute façon, j'ai tous les liens. Je les mettrai en description du podcast. Super. Ok. Là, je vais commencer à te faire stresser. On arrive dans la dernière partie du podcast. Oh, tu sais. Je pose des questions un peu plus sur ton état d'esprit et sur ton mode de vie. Hein. Généralement, je coche jamais les gens et c'est une des parties préférées des auditeurs. Donc, Olivier, on va y aller direct dans le vif du sujet là. Allez, Il faut que vas-y. tu ventiles là. Ouais, je Si ventile. une journée te Vas-y. faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est une question que je m'étais déjà posée dans le passé et je pense que je passerais plus de temps avec les gens que j'apprécie. Et c'est un choix que j'ai fait depuis 1 ou 2 ans. Alors, le fait d'être indépendant, ça aide, je pense. C'est vrai que ça permet d'un petit peu réorganiser son emploi du temps parfois, mais à la fois professionnellement parlant, parce que des fois, il y a des gens qui t'inspirent, et ça, je pense que tu vois de quoi je parle, et de passer plus de temps avec ces personnes-là, ça permet de ventiler, mais au sens positif du terme, et de s'inspirer. Et en même temps, au niveau perso, c'est passer du temps avec des personnes où à chaque fois tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait avant? Ouais, de profiter de ces moments-là, plus souvent. Ok. Bah, du coup, tu me donnes la perche. C'est qui les personnes qui t'inspirent au quotidien? Ah, c'est assez dur parce que ça dépend des moments. Ça dépend vraiment des moments et des périodes dans lesquelles je suis. Moi, j'ai eu un mentor dans mon passé qui continue à m'inspirer sous un certain angle, qui s'appelle Christophe Kéromen, qui m'a aidé à devenir finalement qui je suis et à être, on va dire, structuré, avoir ma démarche. Donc, c'est toujours une source d'inspiration au fond. Et puis ensuite, je dirais que là, je suis plus en train de consolider ce que je sais. Donc, je suis un peu en train de me renfermer, mais c'est plus pour capitaliser sur ce que j'ai fait dernièrement. Et je pense que bientôt, je vais me réouvrir pour voir un petit peu ce qui se fait à l'extérieur. Hmm. Et là, actuellement, t'es coach agile. Si tu devais faire un autre métier, ce serait quoi? Alors, coach agile, effectivement, tu vois, dans ma présentation, j'ai pas dit le terme hein, parce que c'est Ouais. vrai que le monde de l'agilité, pour moi, devient enfermant sous un certain angle avec, on va dire les intentions qu'on lui porte, etc. Mais c'est vrai que le métier du coaching a toujours été ce que j'ai voulu faire. Et dans mon parcours professionnel, on m'a plus mis de bâtons dans les roues pour faire ça qu'autre chose. Et aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose, étonnamment, parce que c'est là où je pense que j'ai mes appétences, mes compétences, et vraiment, j'ai l'impression d'apporter au monde quelque chose. Maintenant, vraiment, si je creuse la question et que je me dis, tiens, dans tous les trucs de développement personnel que j'ai pu voir, on me disait que ce qui serait bien de faire, c'est de travailler sur ce qui est le plus dur pour toi. Et ce serait de faire un métier manuel. Parce que c'est vraiment Qu'est-ce pas que le tu genre vois? de truc, en fait, qui, pour moi, est naturel. Mais à chaque fois que je le fais, c'est très sympa. Bah, tu sais, de l'artisanat ou des choses où on bouge, où on fait des choses et tu construis vraiment quelque chose de physique et de matériel. Tu vois, c'est vraiment quelque chose D'accord. qui pour moi en fait serait assez libérateur sous un certain angle, mais qui voilà aujourd'hui est pas encore une direction que je prends. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, hein. Il faut juste démarrer et après, même si tu sais pas où tu vas, tu démarres et tu verras bien. Hein. Ouais, tout à Mais bon, fait. je ne vais pas te faire de conseils sollicités. Ok. Dernière question. Là, tu vis en France, là. Si tu ne vivais pas ici, tu vivrais où? Même en France, là, tu es dans la région parisienne. Donc je suis effectivement dans la région parisienne, ancien parisien hein, il y a 2 mois. La question est intéressante parce que je me suis souvent posé la question est-ce qu'il y a un endroit vraiment où je voudrais vivre? Et je pense que de par qui je suis, c'est pas tellement l'endroit qui est important, c'est avec qui. Parce que je fais partie des gens qui se rappellent des moments partagés, mais pas forcément de quoi. C'est-à-dire que les personnes avec qui, des fois, je suis parti en vacances, avec qui j'ai partagé des expériences, c'est eux qui me rappellent ce qu'on a fait. Moi, je ne me rappelle pas tout le temps. Donc, honnêtement, il n'y a pas forcément de lieu, mais c'est plutôt les moments partagés et avec qui. Mais justement, ça enchaîne avec. Il y a des voyages qui t'ont marqué, hein? Il y a un voyage qui m'a marqué dernièrement, oui, c'est un voyage en Corée. Je suis allé découvrir la Corée il y a pas si longtemps que ça. Du Sud, hein? Oui, effectivement. Sinon, peut-être que je serais pas là, d'ailleurs. Donc moi, je suis un petit peu inspiré par les dramas coréens et un petit peu cette culture-là. Et j'ai été agréablement surpris du pays, de la manière d'être, la manière de faire, qui m'ont quand même pas mal inspiré sur certains aspects.
et le calme d'être là-bas et le fait qu'il y ait assez peu de touristes. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, c'est très nature, tout est très beau. Ça, c'est le bon côté, hein, bien sûr, hein. Il y a d'autres côtés qui sont un peu moins sympas, mais c'est vrai que c'était reposant et énergisant à la fois. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, profitez-en. Ouais, moi je sais, je vois ce que tu veux dire, hein. Je suis allé 2 fois en Corée là, et comme toi, moi je suis fan du cinéma coréen déjà, hein, et là depuis quelques années aussi les dramas. Et en fait, quand je suis allé là-bas, en fait, ce qui m'a le plus marqué, oui, il y avait les mêmes décors que dans les films, la même ambiance et tout, mais ce qui m'a grave marqué en fait, c'est un pays de sportifs en fait. C'est un pays de sportifs, et l'exemple que j'ai donné, tu vois, c'est que ouais, j'ai fait quelques treks, tu vois, et j'ai jamais vu de personnes âgées, tu vois, faire des randonnées, tu vois. C'est marrant, hein. Et, et, C'est marrant parce que tu les et vois genre en groupe, je les tout vois, habillés pareil, là tu prêts vois. pour leur trek et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mais j'ai fait le volcan là, à Jeju là, je sais plus, sur l'île de. Là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, il a un nom un Et petit peu. non, mais je démarrais en mode voilà, je suis jeune, tu vois, c'est bon, je vais m'attaquer au sommet, tu vois. Et au bout de la moitié de l'ascension, tu vois, je me suis fait déposer par ce petit groupe entre de personnes âgées, tu vois, ils m'ont déglingué, tu vois, enfin. Et moi, pendant que j'étais en train de lutter, et je les voyais, j'ai fait, ah, c'est pas possible, tu vois, enfin, c'est fou, tu vois, enfin, ils ont l'âge de ma mère, tu vois, enfin, T'as raison, ils hein, sont trop forts. ça, Mais c'est tu trop vois, c'est un fort. des trucs que j'avais oublié. Maintenant que tu me le rappelles, c'est vraiment Ouais. ça, quoi. Tu vois des groupes de personnes âgées qui se baladent avec leur sorte de kawaii, etc. Tu sais, il y a une sorte Mhm. de dress code, tu vois. Ouais, il Tu faut sens que kiffer, hein. tu fais partie du groupe et elles partent comme ça en randonnée. Donc ouais, c'est impressionnant, c'est sûr. Mais ouais, et maintenant, quand j'ai creusé la question, je regardais à chaque fois, à chaque Jeux Olympiques, la Corée, en termes de médailles, tu vois, ils sont toujours dans le top 5, hein. Mais, ok, c'est sur des disciplines un peu moins connues, mais ouais, c'est un pays de sportifs. Et ça, tu le vois pas dans les films ou dans les dramas, pas assez, je pense. Mais ouais, ça m'avait marqué, ça. Mais je pense que ça se développe, hein. Ça se développe de plus en plus. Et encore une fois, hein, c'est un pays. Quand je dis pays asiatique, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est un pays qui est pas forcément ouvert beaucoup sur l'extérieur, quoi. Donc ça se voit dans ce qu'ils font. Ils commencent un petit peu à s'ouvrir, mais c'est vrai que je pense que leurs réussites sont pas encore affichées de manière très officielle. Ah, je suis moins d'accord avec toi sur ça, hein. Quand tu regardes le cinéma, là, moi, quand je regarde les films coréens, là, pour moi, à chaque fois, c'était une grosse claque dans la tête, hein. Dans le sens où ils remettaient, ça démarrait avec les codes des films américains, mais à chaque fois, les fins, là, c'était fou, quoi. C'est marrant parce que pour moi, en fait, on va dire que ça a explosé il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Tu vois, alors peut-être que, je sais pas, c'est Netflix ou des choses comme ça qui ont fait que c'est plus accessible pour tout le monde et auquel cas, tu vois, c'est plus visible. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais allé voir Old Boy, par exemple, au cinéma, Ah oui. tu vois, c'était dans un petit cinéma, tu vois, pas grand public. Donc tu sentais quand même que c'était un petit peu à côté. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu regardes la dimension un petit peu psychologique, tout ce qu'ils amènent, qui est différent du cinéma un peu occidental, je trouve qu'effectivement, ils apportent un plus qui est intéressant. Après, les dramas et tout, faut s'y faire. Honnêtement, Moi, des j'adore. fois, faut réussir à y aller. C'est lequel tes préférés, là? Vas-y, on va faire le top 3 là, pour finir le podcast. Oh là là, je sais plus. No shame! Honnêtement, je sais plus les noms. Mais moi, en fait, je suis un petit peu un gars qui aime bien les trucs à l'eau de rose, quoi. Ouais, mais moi aussi, hein. Y en a un qui m'a marqué. Il y en a un, c'est quoi? C'est Crash Landing on You. Tu sais, Ouais, il était sympa, c'est ouais. une Ouais, je femme. vois ce que c'est, ouais. Ah, tu vois, c'est une femme qui débarque en parachute en Corée du Nord, tu vois. Voilà. L'histoire, elle démarre, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Mais je trouvais l'histoire super belle, avec la musique et tout, et la photographie, c'est fou, Non, hein. non, mais c'est là, je te rejoins. Moi, j'aime bien les trucs, voilà, un peu comme ça. Après, il y a vraiment des styles tellement différents. Moi, je suis un fan de poulet frit, tu vois. Ah. Et en fait, il y avait une série autour de, je sais plus comment elle s'appelle, franchement, mais c'est un gars qui tient un resto de poulet frit, quoi. Et J'ai pas vu, ça non, me dit rien, honnêtement, elle est celui-là. vraiment sympa, elle est marrante, Ouais. et ils arrivent à, si tu veux, à créer une ambiance un peu, si tu veux, tranche de vie, qui est agréable à regarder. Et donc, il y a celui-là, je te retrouve le nom. Il est vraiment sympa. Et puis après, t'as toutes les séries policières. Ils sont très policiers quand même, je trouve, dans tout ça, avec des trucs des fois un peu paranormaux, avec ta tunnel, ou des trucs comme ça. T'as plein de trucs de retour dans le temps, etc. là, avec des séries policières. Mais voilà, c'est un peu le genre de truc que je regarde. Mais c'est vrai que je suis un peu à l'eau de rose quand même, hein. Je me rends compte. Ouais, c'est ok, hein. J'ai un peu ce truc-là. Ok, Olivier, on va clôturer le podcast. Si on veut travailler avec toi, discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Principalement mon site qui a été refait il y a pas si longtemps que ça, donc en mars. D'ailleurs, je suis plutôt content de ce à quoi ça ressemble. Assez facile pour retrouver justement ce que je fais, qui tourne autour de l'accompagnement, de la facilitation et des conférences aujourd'hui que je développe de plus en plus. Et donc voilà, sur mon site tout simplement et sur LinkedIn bien évidemment. Ça marche. Écoute Olivier, je te remercie d'être passé. Comme j'étais sûr que ce serait un échange super riche. Merci pour l'invitation. Merci pour ce que tu fais sur l'agilité. Hein. Comme je l'ai dit au départ du podcast, tu m'as beaucoup apporté et beaucoup accompagné avec ton site. D'ailleurs, je mettrai ton site en lien dans la description du podcast. T'es beaucoup trop modeste parce que je sais aussi que t'as sorti un livre. T'en parles pas. Non, ton livre, c'est sur quel sujet on a écrit avec Marilyn Cole un livre qui s'appelle Facilitateur d'un jour et qui pour nous était... alors c'est toute une histoire, mais je vais pas la raconter ici. Mais c'est vrai que ça faisait partie d'une série de livres qui s'appelle les cookbooks, qui ont navigué un peu dans la communauté. Et celui-là avait une texture un peu particulière parce que c'est véritablement le livre que donc j'ai écrit à peu près 90%, on va dire, de ce qu'il y a dedans, mais c'est qui je suis et comment est-ce que je fais les choses. Et c'est à destination pas forcément des experts, mais plus des personnes qui sortent d'une réunion et on leur dit ok, la prochaine réunion tu la facilites, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment fait pour être accessible. Et merci à Marine d'avoir fait les illustrations tout particulièrement. Tiens, Marine, pas décisive. Tout à fait. Marine, il faut que tu viennes dans le podcast. Tout à fait. Parce que je la connais bien et je l'apprécie aussi beaucoup. Hein. Mais ok. Merci Olivier. Je pense qu'on va se revoir en 2024. Avec plaisir en tout cas. Merci à toi et ciao. Salut. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.